Bonjour, donc je suis Étienne Doppler et je suis organiste dans cette paroisse depuis 1998, donc ça fait un bon moment. Et j'ai eu le plaisir de jouer sur le Wetzel, l'orgue Wetzel, j'allais dire d'avant cette décision de le restaurer. Alors à la question, qu'est-ce que le romantisme alors? Difficile à répondre, mais on peut peut-être le faire par rapport tout simplement à ce mouvement qui a eu lieu ou qui a démarré dès la fin du 18e, début du 19e en Angleterre ou en Allemagne, et qu'on appelle le romantisme. Ce romantisme, on va peut-être tout simplement l'inscrire un peu en opposition à ce qu'était le classicisme, ce qu'il représentait avec tout son aspect rationnel, un peu strict. Et c'est ainsi qu'effectivement les gens ont souhaité amener dans la vie un peu moins de rigueur, peut-être un peu moins de côté strict et un peu plus de rêve. Et évidemment, à l'orgue, on va l'appliquer également avec sans doute un facteur temps supplémentaire, parce que pour construire un orgue, il faut quand même toute une technique qui est relativement complexe, il faut un peu plus de temps, ce qui fait que ce courant dans l'orgue, on va vraiment le percevoir sur la deuxième partie du siècle, du 19e, et c'est aussi dans cette deuxième partie, au courant de cette deuxième partie, enfin vers la fin d'ailleurs, que l'orgue Wetzel de l'église de Saint-Louis va être construit. Alors qu'est-ce qui caractérise vraiment un orgue romantique? On va dire qu'il y a à la fois l'aspect esthétique musical et également peut-être un côté purement technique ou d'aide à l'organiste. Alors en matière d'esthétique musicale, on va trouver des jeux qui seront plus gambés, c'est-à-dire qui imiteront plus les jeux d'archer. Et ainsi, on va trouver des registres comme des violons, des violoncelles, des gambes, ou viols de gambe, ou d'autres jeux comme le salitionnal. Tous ces jeux-là sont des jeux souhaités par les organistes de ce moment-là. Et au passage, quand on parle de jeu ou de registre, je rappelle si c'était nécessaire qu'un jeu, c'est en fait un ensemble de tuyaux qui est en fait de la même forme, de la même couleur musicale et qui va chanter à des hauteurs différentes en fonction de la touche sur laquelle l'organiste va appuyer. Voilà, donc des jeux gambés, premier souhait, me semble-t-il, des organistes et des facteurs d'orgue de cette époque. Les deuxièmes sortes de jeux qui me paraissent entrer effectivement dans la composition d'un orgue romantique, ce sont des jeux dits harmoniques. Alors, qu'est-ce que c'est que ces jeux harmoniques? C'est vrai que c'est assez curieux, en fait. Les facteurs d'orgue et les organistes ont évidemment eu cette idée de doubler la longueur d'un tuyau et de percer le tuyau en ce milieu d'un petit trou. Ce qui fait qu'à l'attaque, quand on commence à jouer sur l'instrument, on entend d'abord un son plutôt grave et qui revient ensuite au son normal. Donc vous voyez, là aussi, c'est un peu pour s'affranchir de ce côté très strict, très coupé au ton de la période classique. Troisième élément qui me paraît important dans le romantisme de l'orgue, c'est qu'un peu comme pour le piano. Au piano, on a, vous imaginez, quand on appuie sur une touche, suivant qu'on appuie fort ou pas, on a du piano ou du forte. Eh bien, à l'orgue, c'est normalement pas ceci qui se produit. Donc, les organistes et facteurs d'orgue ont imaginé un truc, on va dire, qui s'appelle la boîte expressive. Alors, une boîte expressive, qu'est-ce que c'est? En fait, on va enfermer des jeux dans une caisse, et cette caisse, elle va s'ouvrir simplement sur des volets. Et l'organiste va avoir à la pédale, enfin une pédale, qui va permettre d'ouvrir ou de fermer ces volets. Donc on arrive à imaginer, soit on ferme l'ensemble de ces jeux dans cette boîte et dans ce cas-là le son est étouffé, donc plutôt piano, soit on ouvre ces volets et dans ce cas-là on a un jeu de forte. Voilà, ça c'est plutôt sur les aspects esthétiques musicaux. Sur les aspects pratiques évidemment, on a aussi trouvé quelques innovations au cours de cette période-là, notamment pour aider l'organiste dans son jeu. Déjà, on commencera à tourner la console qui, dans la période classique, est une console en général en fenêtre et où l'organiste va tourner le dos à la nef, alors que là, dans la période romantique, on a tendance à tourner l'orgue avec quelques conséquences
technique ou pratique. Ensuite, on va aussi essayer de faire en sorte que l'organiste puisse d'un coup de pouce sur un registre, on va pouvoir appuyer sur un bouton tout simplement, et ça va lui permettre d'ouvrir un ensemble de registres. Autre innovation un peu pratique et technique, c'est qu'on va avoir une pédale de crescendo. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en appuyant sur une pédale ou en la relâchant, faire passer plusieurs jeux ou registres de façon à passer là encore de jeux plutôt modérés à une sonorité plutôt forte. Enfin, voilà, s'il fallait résumer un peu l'orgue romantique, on pourrait dire que l'orgue, comme dans tout le milieu artistique de l'époque, s'est adapté à la période romantique à travers son esthétique musicale, et puis a aussi profité d'innovations un peu techniques. Alors, orgue romantique français ou allemand, c'est un sujet extrêmement passionnant, surtout en Alsace où, bien sûr, on est confronté à ces deux cultures. Et rappelons-nous d'ailleurs qu'à l'époque où l'orgue Wetzel a été construit, nous étions ici sous un gouvernement allemand. C'est un élément extrêmement important. Et on va voir que ça va jouer beaucoup dans le cas de ce Wetzel. Ça va provoquer son originalité. Parce que, souvenons-nous que quand le marché a été attribué, c'était sans doute le père qui était un peu aux commandes, mais il était déjà secondé, le père qui s'appelait Charles, qui était déjà secondé par son fils Edgar. Edgar, c'est un personnage donc, qui était né en 1865, l'orgue a été construit en 1895, donc 30 ans plus tard. Edgar a été envoyé, probablement par son père, mais par lui-même, qui avait un souci d'innovation, a été envoyé chez le grand facteur d'orgue français de l'époque, qui était à Paris à ce moment-là, qui était Cavaillé-Coll. Cavaillé-Coll était un peu en concurrence avec son homologue, on va dire, allemand, qui était aussi évidemment dans le contexte de l'orgue romantique, mais allemand cette fois-ci, et qui s'appelait Walker. On peut préciser tout de suite que Walker a d'ailleurs beaucoup travaillé en Alsace, puisque sur cette période, il a construit à peu près une trentaine d'orgues, dont l'orgue de Saint-Paul, Saint-Paul de Strasbourg, ou Saint-Paul de Königshofen d'ailleurs. Donc il avait une grande influence en Alsace, mais Edgar était parti à Paris, et quand il est revenu, il a décidé d'appliquer les techniques qu'il a apprises, bien entendu, chez Cavaillé-Coll. Donc les principales conséquences, c'est essentiellement donc, déjà la console en fenêtre, la console face à la nef, mais également le fait, et de ce fait-là d'ailleurs, de construire une machine qui avait été adoptée par Cavaillé-Coll à l'époque et qui s'appelle la machine Barker. Barker, c'est un Anglais qui a déposé un brevet. Cette machine-là permettait en fait à l'organiste qui continuait en appuyant sur une touche à engager toute une tringlerie à l'arrière pour faire entrer l'air dans le tuyau. Cette machine était censée faciliter le travail de l'organiste. C'est une machine un peu compliquée, on ne va pas la détailler ici. C'est aussi une machine qui souffrait quelquefois parce qu'elle a tellement été compliquée. Enfin, en tout cas, c'est ça que Wetzel va installer dans l'église de Saint-Louis. Et en fait, à cette époque-là, les Alsaciens n'étaient pas prêts à cela. Les Alsaciens étaient plutôt favorables à la technique allemande et à ce que proposait Walker, qui lui avait tendance à amener plutôt une traction pneumatique pour ses instruments. Et d'ailleurs, en termes de sonorité, il était plutôt plus puissant que ne l'était l'orgue romantique français. Voilà, donc on pourrait dire que cette différence des orgues romantiques français et allemands se sentait parfaitement dans l'orgue Wetzel donc de Saint-Louis, qui avait une couleur totalement, je dirais, parisienne, française, ce qui a été contesté aussi assez longtemps, notamment par un monsieur qui s'appelait Marie-Joseph Herbe, qui était
excusez du peu, professeur au Conservatoire de Strasbourg, qui a d'ailleurs fondé la revue Sicilia, et qui lui souhaitait une pneumatisation de cet instrument, pneumatisation qui du reste ne s'est jamais faite. Alors, quelle musique jouer sur cet instrument? Alors, il faut sans doute préciser, et c'est un élément important, que la décision qui a été prise, c'est de revenir à l'état de l'orgue dans lequel il était en 95-96. 95 parce qu'il a été construit à cette époque, et 96 parce qu'il a été inauguré par un concert inaugural qui a eu lieu en février 1896. Et donc, bien entendu, sur cet orgue-là, on va y jouer de la musique du 19e. C'est une évidence. On va du coup aussi jouer à la fois des compositeurs allemands, ou en tout cas germanophones, Liszt, Mozart, Schumann. Voilà, on va y jouer peut-être surtout aussi Mendelssohn, qui est un des très grands compositeurs donc, de cette époque-là. Et en même temps, on va pouvoir y jouer, en tout cas, on va pouvoir y jouer des compositeurs français, en tout cas francophones, comme Lefebvre-Belli, comme Franck, comme Gigou, comme Guilmant. Qui est-ce qu'on peut citer encore? Alors, il y en a un que j'ai vraiment envie de citer parce qu'il me tient à cœur. C'est un compositeur alsacien qui s'appelle Boelmann. Et alors là, écoutez sa suite gothique, et en particulier la prière à Notre-Dame, ce sera vraiment un délice à l'orgue de Saint-Louis. Bien sûr, on pourra aussi y adapter des œuvres du grand Jean-Sébastien Bach, mais j'ai presque envie de dire, il faudra surtout être tenté par l'improvisation sur cet instrument. Et c'est lui qui va peut-être faire passer le plus de sonorité, et je crois que c'est ça qui va aussi contribuer à l'accompagnement de la liturgie, ce pourquoi l'orgue de Saint-Louis à Strasbourg est fait. Alors si j'avais envie d'adresser un mot aux donateurs de Saint-Louis, c'est que je crois que leur plus grand remerciement, ce sera en fait de retrouver, en revenant dans cette église, une ambiance sereine et de prière d'ailleurs, puisque l'orgue, j'en suis sûr, va contribuer, sans doute mieux que ce que nous avons actuellement, va contribuer à accompagner la liturgie. Ça, c'est un des premiers points qui est évidemment le plus important. Le second, et ça n'est pas négligeable, c'est qu'on pourra être fiers, nous en tant que donateurs, mais tous strasbourgeois, voire alsaciens évidemment, pourra être fiers de disposer cette fois-ci d'un instrument. Il y en avait quand même une centaine qui a été construite par ce facteur, mais très peu qui sont encore en excellent état, en tout cas en Alsace. Et on trouvera donc dans la riche palette déjà de Strasbourg, on trouvera un instrument supplémentaire avec une originalité particulière, cette originalité d'avoir été un instrument romantique français construit dans un environnement, dans une ambiance allemande.